Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Alors, à notre balado, faut partager ça. Aujourd'hui, on a la belle visite de M. Martin Gibert. Bonjour. Bonjour. Et je suis en compagnie de Juliane, qui est mon animatrice, ma co-animatrice. Allô? Alors, on a été très chanceux de vous recevoir, M. Gibert, parce qu'on a eu 2 belles conférences hier et aujourd'hui qui parlaient de l'intelligence artificielle, des robots qui nous entourent, de notre relation avec eux. Donc, il y avait toute une dimension morale. Ma première question pour vous, c'est pourquoi vous êtes-vous intéressé au départ à ce sujet-là? Alors, c'est sûr que quand j'ai fait des études en philosophie, j'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal, c'était pas sur ce sujet-là, c'était sur ce qu'on appelle la psychologie morale. Donc, pourquoi est-ce qu'on a les réactions morales, les intuitions morales qu'on a? C'est un mélange de psychologie et puis d'éthique. Mais ça n'existait pas. Ça existait, mais il n'y avait pas de... L'intelligence artificielle existait déjà, mais c'était avant 2012, et c'est à partir de 2012 qu'on a commencé à développer des choses avec ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Tout ce dont on parle aujourd'hui, là, c'est quand même relativement récent. L'intelligence artificielle, ça existe depuis les années 50, mais les algorithmes de recommandation comme YouTube, les algorithmes de génération comme ChatGPT, c'est devenu possible récemment. Et donc, moi, pourquoi je m'y suis intéressé? Parce qu'il y avait un besoin de philosophes dans ce domaine-là, ce qui est un domaine technique, mais il y a aussi plein de questions philosophiques qui se posent, des questions morales en particulier. Donc, est-ce qu'il est bien ou mal de faire avec tel robot ou tel algorithme? Et je dois dire que pour un philosophe, c'est assez merveilleux parce que c'est des questions nouvelles. Mm-hmm. Ça nous oblige vraiment à partir de zéro et puis se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait face à ce nouveau problème-là? Tout à fait, je comprends. D'ailleurs, le livre que vous avez écrit, « Laissez faire la morale au robot », date déjà de 2 ans, si je ne me trompe. Oui, c'est sorti en 2020, juste au début de début de la pandémie. Exact. 2020 au Québec et puis 2021 en France. Et qu'est-ce que vous diriez qui a changé? Parce que ça va tellement vite, l'évolution au niveau de la technologie, au niveau des robots et tout ça. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez écrit ce livre-là? Alors, ce qui n'existait pas à l'époque, c'était justement des agents conversationnels comme ChatGPT, qui fonctionnent sur ce qu'on appelle les larges modèles de langue. Donc voilà, dans mon livre, je m'intéressais, les exemples que j'allais utiliser, c'était surtout l'exemple de la voiture autonome, comment programmer une voiture autonome pour bien se comporter face à un dilemme, mettons, où elle devrait soit écraser où elle n'aurait pas le choix d'écraser un enfant ou un vieillard. Mais depuis depuis 1 an, en gros, ce qui fascine les chercheurs en IA et les chercheurs en éthique, c'est donc ces larges modèles de langue qui sont derrière ChatGPT, qui sont des systèmes, je ne sais pas si vous les avez utilisés là, mais qui sont très impressionnants, qui arrivent à répondre à nos questions en se trompant quand même, mais pas, quand même parfois de façon très très troublante. Donc ça serait, à mon avis, le gros changement depuis la sortie du livre, l'apparition des ChatGPT, Bard, Claude, c'est ce genre de système. Juliane, toi, tu l'as déjà utilisé? Oui, beaucoup. Ah oui, dans quel contexte? Pour des contextes, moi, je suis en sciences humaines, donc c'est beaucoup de travail de recherche. Souvent, les questions qu'on avait, c'était plus poussé. C'était des questions que je n'étais pas capable de trouver sur d'autres sites. Puis ChatGPT m'a permis il répond tout le temps, ses réponses, c'est pas comme Google, il faut avoir comme des mots-clés, mais ChatGPT, on peut lui poser une question très ouverte. Là. J'ai jamais eu de problème avec cette... Cet outil-là. Ouais, cet outil, c'est un recherche, en fait. Système, ouais, moi j'appelle ça un algorithme. Techniquement, c'est un algorithme de génération parce que ça crée du texte. Ça génère du texte,
Même chose, et on a des algorithmes de génération d'images aussi qui fonctionnent un petit peu pareil. On donne une description, je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça, on donne une description, puis ça produit l'image. OK, non, j'ai jamais utilisé ça. C'est assez impressionnant aussi. DALL-E, c'en est un, Midjourney, c'en est un autre. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on doit citer la source quand on l'utilise? Parce qu'il y a une question d'intégrité intellectuelle ici au cégep, on est très étudiant, soucieux. C'est clair. Oui. Si on est étudiant, je pense qu'il faut dire j'ai utilisé ChatGPT. Mais après, c'est ça, c'est pas vraiment une source au sens où c'est un article qu'on pourrait citer. Parce que un article, l'enseignant ou quelqu'un peut aller vérifier que c'est bien, vous avez cité correctement la source. Là, avec ChatGPT, c'est pas pareil, parce qu'il aura beau poser la même question que vous avez posée, vous étudiants, vous avez posée à ChatGPT, c'est pas sûr qu'il réponde exactement la même chose. Hein. Souvent, quand on pose 2 fois, je sais pas si tu as testé, mais quand on pose 2 fois la même question, on peut avoir des réponses différentes. C'est là, des fois, que il me venait la question de est-ce que c'est vraiment... c'est-tu vraiment les bonnes informations qu'il me donne? Alors, excellente question. Et ChatGPT, pour comprendre, il faut essayer de savoir un peu comment ça fonctionne. Le principe de base est assez simple. Le principe de base, c'est un peu de deviner le mot manquant. Donc, je donne souvent l'exemple, souvent sur des chat messenger, des choses comme ça. On commence à écrire un début de message, puis la machine propose la suite. Puis souvent, ça correspond effectivement à ce qu'on allait dire. Donc, comment est-ce qu'elle a deviné, entre guillemets? C'est de la statistique, en fait. C'est qu'elle sait que après comment ça, le plus probable, c'est que le mot suivant, ça va être va. Comment pour dire comment ça va. Donc, elle est capable de deviner par opération, calcul statistique, les mots manquants. Mais ChatGPT, c'est le même principe, et puis les modèles de langue, de façon générale, c'est le même principe, mais en beaucoup plus fort, et qui ne vont pas simplement prédire le mot suivant, mais ils sont capables de prédire la phrase suivante, voire le paragraphe suivant. Donc, mais ils font ça, c'est de la prédiction sur ce qui est probable. Et prédire ce qui est probable, ce n'est pas la même chose que savoir ce qui est vrai. C'est ça. Et donc, on pourrait dire que ChatGPT, il est très fort pour être vraisemblable, pour te donner des informations qui semblent plausibles. Mais malheureusement, ça suffit pas pour avoir une information vraie. Donc, des sources... une source ChatGPT, c'est pas une vraie source. Si on veut citer quelque chose de sérieux, il faut citer un journaliste qui a écrit ou une journaliste qui a écrit dans le journal. Là. OK. Mais mais pourtant, les informations, ils les puisent de textes qui existent, non? À travers le web, à travers les auteurs qui ont eux-mêmes produit des textes. Mais ils puisent... Ce qu'ils puisent dans les textes, c'est simplement la probabilité que tel mot soit connecté avec tel mot. Ah, d'accord. Donc, c'est pas qu'il comprend les textes, c'est pas qu'il les apprend, il les utilise juste pour affiner ses calculs de probabilité. Et ça fait que parfois, il va répondre des choses complètement fausses. Là, il va toujours répondre. Il va jamais dire « Ah non, je sais pas ». Donc ça c'est louche déjà. Ça, c'est vraiment louche. Si vous avez quelqu'un qui est tout le temps capable de répondre, il ne faut pas le croire. Parce qu'une personne avisée, des fois, elle va vous dire « Non, ça, je ne sais pas ». Et vous lui donnez de quoi parle tel titre, vous donnez un titre de livre, vous avez inventé le titre de livre, il va vous donner une réponse. Parce que il fait juste fonctionner sa machine à probabilité. Avec tel titre, voilà de quoi pourrait parler probablement un livre. Donc, pas confondre on dit souvent en philo que c'est un baratineur, ChatGPT, parce qu'un baratineur, c'est quelqu'un qui est bon pour être vraisemblable, pour convaincre. Ça semble vrai. Mais c'est ça, pour que ça semble vrai, mais par contre, ça peut être complètement faux. Là. Le baratineur, il peut vous mentir. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis par rapport à ChatGPT, toujours, est-ce qu'on a l'impression qu'on peut aller plus loin encore? Parce que chaque fois qu'on parle d'une découverte, d'une poussée à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on a tout vu, on a tout connu. Puis là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Avec la venue de ChatGPT, on a l'impression qu'il n'y a plus de limite à ce qu'on va faire. Il y a les chercheurs en intelligence artificielle, comme Yoshua Bengio, qui est à l'Université de Montréal, là, qui est
mon chef. Moi, je travaille pour le Centre de recherche en éthique et l'Institut de valorisation des données. Donc, ce que dit souvent Yoshua Bengio, c'est que ChatGPT, ça marche mieux que ce qu'on pensait, puis qu'il faut quand même se faire du souci sur des risques de dérive, de dérapage. Mais la technique de ChatGPT seule, à l'histoire de compléter les mots manquants, trouver les trucs les plus probables, ça ne va pas suffire à produire une intelligence générale, véritable, à qui on pourrait vraiment faire confiance. Donc, il y a clairement encore des choses à découvrir en intelligence artificielle pour passer au niveau au-dessus. Là, actuellement, la différence entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4, par exemple, où il y a eu une amélioration certaine entre les deux, c'est que le 4 apprend à partir de beaucoup plus de données, à partir de beaucoup plus de textes, à partir de beaucoup plus de livres, ce qui fait qu'il est plus fin, il comprend mieux le contexte. Et donc là, il risque d'y avoir encore des améliorations à ce niveau-là, mais ça restera quand même tout le temps limité par ce principe que c'est un modèle statistique qui essaye de deviner le plus probable et pas forcément le plus vrai, quoi. OK. C'est intéressant, hein? Vraiment intéressant. Si on pense aussi que derrière le robot, il y a quand même l'humain qui programme, qui peut avoir une incidence sur ce qui va être programmé. Est-ce qu'on peut aussi s'en servir? Est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait s'en servir pour influencer de façon positive les gens qui l'utilisent, de changer des choses dans la société, d'améliorer certaines choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai plutôt un naturel optimiste, donc j'essaye de voir comment, effectivement, ça pourrait améliorer des choses. Dans le cas de ChatGPT et puis des agents conversationnels, il y a peut-être au moins 2 pistes. D'une part, il y a une piste un peu de santé mentale, ou ne serait-ce que pour lutter contre la solitude. Oui. On peut imaginer que c'est sans doute mieux de parler avec un humain, mais à défaut de ça, pouvoir s'entretenir avec un système, un compagnon numérique qui fait des réponses pertinentes, qui fait des réponses avec... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a même une certaine intelligence émotionnelle de ChatGPT. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre ses propres émotions et à comprendre les émotions des autres. Alors, ChatGPT n'a pas d'émotion, hein. C'est une machine qui ressent rien. Mais par contre, ChatGPT est capable de comprendre les émotions des autres dans un texte. En tout cas, vous lui donnez un texte, on dit « Ah, c'est quoi l'émotion dans ce texte ?» Il peut le faire. Et donc, des discussions un peu sensibles, un peu difficiles, avec des notions émotionnelles, oui, ça, on est tout à fait capable d'en avoir avec ChatGPT. Donc, pour la partie santé mentale, ça peut être vraiment pertinent. Puis, une autre possibilités d'amélioration, évidemment plein d'améliorations économiques, là, mais ça, je mets ça de côté, je m'intéresse plus aux améliorations morales pour le bien-être humain. Peut-être qu'avoir toujours à sa disposition la possibilité d'échanger sur des questions morales compliquées, un peu comme un petit Socrate, quoi. Socrate, vous savez, en philosophie, c'est ce père de la philosophie qui n'arrêtait pas de poser des questions aux gens et qui leur faisait petit à petit découvrir qu'ils s'étaient bien ou mal comportés, des choses comme ça. Mais on pourrait imaginer qu'on ait des agents conversationnels qui jouent un peu ce rôle-là, si on leur demande de le faire. Et, parce que ChatGPT, il suffit de lui demander, OK, que me répondrait Socrate à cette question? Et puis, il va faire une réponse, là encore, qui sera assez vraisemblable. Oh, c'est intéressant. Et on peut tout à fait imaginer comme ça des dialogues socratiques avec un Socrate tout à fait. Algorithmique. Imaginez aussi pour les enfants, ça peut être intéressant s'ils ont des questions à poser, leur apprendre peut-être même la politesse à certains égards, si ça pouvait être possible. Alors ça, sur la politesse, je sais que depuis un certain temps, par exemple, sur Alexa, qui est un truc de Amazon, un agent conversationnel d'Amazon, il y a un Alexa Kid pour les enfants, et les parents peuvent le programmer pour que les enfants doivent dire « s'il te plaît ». Avant d'obtenir l'information. Alexa, s'il te plaît, quel est
Donc ça, on peut penser que c'est une utilisation pour leur apprendre la politesse. Mais après, on peut aussi avoir éventuellement un petit malaise en se disant « Ah, mais quand même, ça devrait être le rôle des parents d'apprendre la politesse. » Bon, c'est des questions difficiles qui ne sont pas complètement tranchées. C'est sûr que confier l'éducation de ces enfants à des chatbots, c'est quand même un peu délicat. Là. Ouais. Ce qui m'amuse quand même, c'est Siri, parce que parfois, pour m'amuser, je l'insulte un peu pour voir ses réponses. Puis c'est quand même assez étonnant. Alors, si je lui dis « Siri, tu es nulle », elle va me répondre « Bof, je ne réponds pas à cette question ». Alors, je trouve ça quand même intéressant, la façon que c'est programmé pour faire un reflet par rapport à ce qu'on lui dit. Oui, et puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment ces systèmes doivent répondre, par exemple, à des insultes. Ou si je demande à ChatGPT raconte-moi une joke raciste, il va dire non, je fais pas ça. Donc, il a été programmé pour respecter certains principes moraux. Ouais. Fait que dans le fond, vous disiez qu'il est capable de parler d'émotions, mais que lui, il n'en ressent pas. Oui. Est-ce que vous croyez qu'un jour, il va être capable d'avoir des émotions? Ou... Alors ça, c'est une question extrêmement difficile, mais qui est de plus en plus actuelle. C'est ça. Est-ce que ChatGPT ou des robots pourraient développer une conscience artificielle? Et du point de vue moral, ça ferait une sacrée différence. Parce que si ChatGPT ou des robots développent une conscience artificielle, par exemple, s'ils sont capables de ressentir du plaisir et de la douleur, leur statut moral change, parce que tout d'un coup, ils deviennent des entités qu'on appelle techniquement, philo, des patients moraux, là, mais peu importe. En tout cas, une entité à qui on peut faire du mal. Et donc, à qui on a un devoir de ne pas faire du mal, comme un animal qui ressent du plaisir ou de la douleur. Du coup, ça fait qu'on a un devoir de ne pas lui faire causer de douleur sans raison. Ça voudrait dire que ChatGPT rentrerait là-dedans. Une question très difficile aussi, c'est comment est-ce qu'on va s'en rendre compte si il développe la conscience? C'est sûr que... Parce qu'il y a en fait... il y a un ingénieur de Google qui s'appelle Black Lemoine qui a un peu plus d'1 an, il travaillait sur un genre de ChatGPT, le ChatGPT de Google. Et il a été... qui lui faisait des réponses vraiment sensées, puis qui disait un peu des choses, ah oui, j'aimerais ça qu'on me libère. Et lui s'est vraiment persuadé qu'il n'avait pas affaire à une machine, mais qu'il avait affaire à une chose consciente, une entité consciente. Et du coup, il disait, il faut que je tire l'alerte, il faut que je sonne l'alerte parce qu'on est en train de faire du tort à quelque chose de conscient. Bon, la plupart, il y a quand même eu un gros consensus pour dire que non, il s'était un peu laissé abuser parce que le modèle était vraiment fort pour avoir l'air conscient, notamment... bon baratineur. Était un bon baratineur. Il avait lu beaucoup de science-fiction, donc probablement qu'il allait... Il sortait des choses qui étaient probables en science-fiction, donc il n'y a pas trop de danger qu'on fasse du mal à ChatGPT à l'heure actuelle. Mais comment est-ce que... Si jamais ça a évolué, est-ce qu'on arriverait à nous en rendre compte? Ça serait quoi le critère pour se dire, OK, là, cette fois-ci... faut vraiment faire attention parce qu'on a quelqu'un en face de nous, on n'a plus simplement quelque chose. Il y a plein de... La science-fiction est remplie d'histoires comme ça. Avez-vous lu beaucoup de science-fiction quand vous étiez plus jeune? Est-ce que c'est quelque chose qui a été un moteur déclencheur de votre curiosité face à tout ça? Alors moi, quand j'étais adolescent, ce que j'ai le plus... je faisais beaucoup de jeux de rôle. Ça revient à la mode, là, mais... donc, où il y a un maître de jeu qui raconte un genre d'histoire. Et c'est des jeux de rôle qui se passent dans un certain univers. Et moi, les univers dans lesquels je jouais à l'époque, c'était plus des univers soit un peu fantastiques, inspirés de Lovecraft, ou plus inspirés du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc, j'étais plus fantastique, médiéval fantastique que science-fiction. Mais par contre, maintenant que je travaille sur ces enjeux d'intelligence artificielle, de robots, je me suis remis à en lire. Et puis c'est vrai que le plus connu, c'est Isaac Asimov, qui est un écrivain américain
qui a été le premier à se poser la question. Alors, avant que l'intelligence artificielle existe pour de vrai, là, l'intelligence artificielle, ça remonte aux années 50. Mais lui, avant ça, Isaac Asimov, il avait pensé à un monde où il y a des robots, puis il s'était vraiment posé la question, puis comment est-ce qu'il faudrait programmer les robots moralement? Ça serait quoi les règles qu'il faudrait leur implémenter? Puis il avait inventé les lois de la robotique. Alors, de mémoire, la première loi, c'est qu'un robot ne doit jamais faire de mal à un être humain. La deuxième loi, c'est qu'il doit toujours obéir aux ordres d'un être humain, sauf si ça contredit la première loi. OK. Et la troisième loi, c'est que il doit pas se faire du mal à lui-même. Il doit se préserver lui-même, sauf si ça contredit la loi 1 et la loi 2. Et après, les nouvelles, Isaac Asimov, il a écrit des romans, mais il écrit aussi beaucoup de petites histoires, des nouvelles. Et souvent, ces nouvelles, c'est qui montrent qu'il y a des trucs qui, avec les lois de la robotique, marchent pas trop, sont un peu paradoxales. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si un robot décide de se suicider, des choses comme ça un peu bizarres. Donc, il explorait bien avant tout le monde les questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Ouais. Vous parlez d'auteurs, de littérature, puis ça m'amène à un point que je chéris, la langue française. Ouais. Alors, j'ai remarqué, bien évidemment, on sait que la langue française est quand même assez sexiste, si on pense déjà du point de vue qu'on donne primauté au masculin versus au féminin. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que dans votre livre, vous utilisez sciemment, je crois, des nominations au féminin. Donc, au lieu de dire les programmeurs, de façon à penser que ça inclut les deux, vous dites les programmeuses, les mathématiciennes, une agente artificielle. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette technique. En fait, ce que je me suis amusé à faire, c'est de commencer normal. C'est-à-dire qu'au début, quand je parle des programmeurs, j'utilise la règle classique qui est que quand un groupe est mixte, avec des hommes et des femmes, on l'accorde au masculin parce que le masculin l'emporte dans la langue. Mais ça, c'est une règle qui est arbitraire, qu'on peut changer. Et donc, à partir des 2/3 du livre, tout d'un coup, j'inverse cette règle-là. Et donc, quand il y a un groupe mixte, donc de programmeurs et de programmeuses, c'est les programmeuses. Et c'est une façon de nous rappeler que c'est un peu arbitraire, ces règles. Puis qu'on comprend très bien. Quand je dis les programmeuses, si on a compris que c'était des groupes mixtes, les lecteurs et les lectrices arrivent tout à fait à suivre, mais ça nous fait nous rappeler que c'est des règles arbitraires qu'on peut changer. Et les intelligences artificielles, c'est des règles des règles qu'on peut programmer. Donc, si on veut que ChatGPT utilise le féminin, on appelle ça le féminin par défaut, là, quand le groupe est mixte, on pourrait tout à fait demander à ChatGPT de répondre tout le temps au féminin par défaut. C'est très, très facile à programmer. C'est vraiment intéressant du point de vue de la langue française. Puis j'ai beaucoup apprécié cette façon de voir les choses. Et je me disais, de votre côté, pour votre travail, en quoi est-ce si important la langue française? Quel est votre rapport avec la langue française en tant qu'écrivain, de conférencier, etc.? Ce qui est un peu délicat, c'est que la plupart de la littérature scientifique sur l'intelligence artificielle est en anglais, comme la littérature scientifique en général, parce que c'est la langue commune. Mais c'est clair que moi, je suis francophone et pour écrire, je suis beaucoup plus à l'aise d'écrire en français. Et surtout en français, je peux faire un peu de style. Je comprends mieux cette langue, je la connais plus intimement. Vous la maniez. Je la manie plus facilement. Donc, j'ai bien plus de plaisir à écrire en français. Puis un peu un devoir aussi de me dire, il y en a suffisamment de gens qui écrivent en anglais sur l'IA. Contribuons. C'est important d'avoir des livres, des articles tout à fait. Bien expliqués qui sont en français. Donc, ça fait partie de ma mission comme chercheur de diffuser le savoir en français aussi. Bravo. Est-ce que tu avais d'autres questions, toi, Juliane? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour conclure, j'aimerais peut-être savoir quel sera l'objet de vos recherches prochaines. Sur quoi allez-vous travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui est sur la table à dessin, comme on dit?
Ben, là, je travaille beaucoup sur ChatGPT parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps et ça reste un... D'actualité. Oui, puis un animal bizarre qu'on comprend pas trop, en particulier la moralité. Donc, je disais que quand ma thèse de doctorat, c'était en psychologie morale. Donc la psychologie morale, c'est essayer de comprendre pourquoi on a les intuitions morales qu'on a, pourquoi est-ce que certaines personnes vont avoir telle ou telle tendance. Mais la psychologie morale, ça s'applique aux humains. Et donc là, le projet, à court, moyen terme, c'est d'essayer d'utiliser ces outils de la psychologie morale pour essayer de penser la psychologie morale de ChatGPT. Est-ce qu'on peut dire que ChatGPT a un genre de personnalité morale Quelle est sa responsabilité aussi, peut-être? Il y a l'enjeu de sa responsabilité. Ça, j'ai un étudiant qui fait sa thèse sur la oui? responsabilité des agents moraux artificiels. Mais là, à court terme, ça serait essayer de comprendre quel genre de bête et quel genre de choses est ChatGPT en tant qu'agent moral, en tant que machine qui est capable de donner des réponses, sachant que c'est vraiment pas la même chose qu'un être humain, ne serait-ce parce que, comme on disait, il ressent rien. Non, c'est ça. Ouais. Et puis qu'il fonctionne de façon très, très différente, mais il peut quand même donner l'illusion de ressembler à un humain. Donc, étude de ça, et puis rester à l'affût de l'actualité. Il y a aussi des enjeux par rapport aux risques existentiels qui sont intéressants. Est-ce que ça peut être dangereux qu'on développe des super intelligences, par exemple? J'ai un chapitre dans le livre Faire la morale au robot où je parle de ces sujets-là. Ouais. Ça serait dangereux pour quels aspects? On n'a jamais été en présence d'une entité beaucoup plus intelligente que nous. Okay. Et donc, on ne sait pas tellement forcément comment ça se comporterait. Et puis surtout, si c'est plus intelligent que nous, ça pourrait nous manipuler, ça pourrait faire des choses qu'on ne veut pas faire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire référence un petit peu au temps de la pandémie où il y avait des conspirationnistes, où les gens se disaient, nous, ce qu'on lit sur le web, c'est vrai parce qu'on l'a lu, mais on sait très bien que l'algorithme a joué un rôle. Donc, peut-être en ce sens-là que ça pourrait être dangereux sur la pensée. Alors, ça c'est les algorithmes de recommandation qui sont des algorithmes qui existent déjà, qui ne sont pas spécialement super intelligents, là, qui sont super bons parce ils peuvent vraiment deviner qu'est-ce qui va intéresser les utilisateurs et les utilisatrices. Donc là, là, quand on parle de super intelligence, c'est des choses qui n'existent pas encore, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une intelligence artificielle, elle peut avoir accès à mettons, beaucoup plus de mémoire que nous. Elle est capable si on lui donne de la mémoire, elle peut l'avoir. Elle peut aller beaucoup plus vite que nous. Ne serait-ce une calculatrice, c'est bien meilleur qu'un humain pour faire plein de calculs. Donc, si on imagine une calculatrice qui ne serait pas simplement bonne à calculer, mais à faire tout ce que fait un humain, elle serait beaucoup plus intelligente que lui, et il y a même des scénarios où ça devient un peu le maître de l'univers, là, la super intelligence. Wow. Et il faut y penser, voir comment est-ce qu'on peut éviter ça, quelles peuvent être les manières de la contrainte, mais c'est pas facile. Oui, tout à fait. Facile. Tellement de questions à ce sujet-là. On aurait pu en parler encore plusieurs minutes, heures, et etc. Mais on va conclure. Ouais, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets d'éthique de l'intelligence artificielle, avec l'Université de Montréal, j'ai publié un MOOC, un cours en ligne qui s'appelle Introduction à l'éthique de l'intelligence artificielle, qui est disponible sur la plateforme Edulib. Et c'est une vingtaine de capsules, une vingtaine de minutes où à chaque fois je parle d'un sujet lié à l'éthique de l'IA, puis c'est gratuit en accès libre là. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Merci. C'est certain que ça suscite en nous plusieurs autres questions, mais ça nous démontre toutes les possibilités actuelles et peut-être qui viendront éventuellement. Oui. Merci pour vos questions. Merci beaucoup. Merci, Juliane. Merci. Bye-bye.